bienvenue sur le site du Conseil général du Bas-Rhin pour le Grand Direct. Ce soir, nous avons choisi de traiter un sujet un petit peu sensible, qui est celui de la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes, rien que pour la violence conjugale, on comptabilise en France 174 décès par an et pas moins de 92 000 appels téléphoniques au 3919, qui est le numéro dédié à ce sujet. Ce soir, le Conseil général répondra aux questions en direct des internautes grâce à 4 intervenants concernés par le sujet, puisque leurs métiers respectifs sont dans ce secteur, entre autres, la justice, le social, et aussi l'aide aux autres, ou encore la politique. Ces intervenants, je vais vous les présenter tout de suite. Il y a d'abord, juste en face de moi, Katia Cohen, qui est assistante sociale du Conseil général du Bas-Rhin et détachée à la gendarmerie nationale du Bas-Rhin. À ce sujet. Madame Katia Cohen donc, témoignera ici de tout ce qui est proximité et terrain. Madame Pascale Jourdan-Pfeiffer, qui est conseillère générale parmi nous, et puis Madame Béatrice Blunzer, qui est vice-procureure de la République au tribunal de Strasbourg. Et enfin, Madame Isabelle Collot, coordinatrice régionale du Mouvement du Nid, qui est une association qui accompagne les personnes prostituées. Alors, les questions tombent au fur et à mesure sur notre chat. Vous avez déjà été assez nombreux à poser des questions, souvent des contenus assez difficiles. Nous allons démarrer tout de suite avec la première question qui a été posée par Martine. Martine nous dit « J'ai une fille de 22 ans qui fréquente un garçon de 27 ans. Il n'arrête pas de la dévaloriser et de lui dire qu'elle n'arrivera jamais à trouver un boulot, qu'elle est moche, qu'elle est grosse. Elle n'a plus confiance en elle. J'ai beau lui dire de tout arrêter avec ce garçon, elle ne m'écoute pas. J'ai peur qu'elle fasse une dépression. Existe-t-il une association ou un point, de préférence vers Haguenau, où je pourrais lui faire rencontrer d'autres gens dans ce cas ?» Alors, sur cette question, peut-être, Madame Jourdan-Pfeiffer, vous pouvez peut-être nous dire des choses sur ces associations qui maillent le territoire ou... Là, tout à fait, on a un exemple de violence qui n'est pas physique, de violence qui est morale, qui est psychologique, exercée à l'encontre de cette jeune femme au sein de son couple. Et je crois que ce sujet très très grave méritait que le Conseil général le prenne en main aujourd'hui. La violence... Là, telle que nous la voyons, donc encore psychologique et morale, c'est la manifestation du mépris, souvent encore, que rencontrent les femmes. Alors ce mépris se manifeste sous forme de discrimination. On a la discrimination dans la vie professionnelle, à salaire égal, souvent travail pas égal. D'ailleurs, en Alsace, il paraît qu'on tient le record. La différence de salaire est de 28% ici entre les hommes et les femmes. Discrimination aussi, toujours conséquence du mépris dans la vie politique, puisqu'il n'y a que 18% de femmes députées. Et ici, au Conseil général, nous sommes 5 femmes sur 44 élus. Mais le Conseil général est quand même fortement engagé dans cette cause. La preuve, ce chat ce soir, mais aussi tout le travail qu'il mène autour de la protection de l'enfance. Nous travaillons avec une bonne trentaine d'associations dans tout le département du Bas-Rhin, avec les services de la justice aussi. Alors à ce sujet, je voudrais dire, par rapport aux associations, leur dire ce soir, au nom du Conseil général, toute notre amitié, parce que vous voyez ce plateau, pour des raisons techniques, on n'a pu être que ce petit nombre et on n'a pas pu les inviter toutes. Nos excuses à SOS Femmes Solidarité, à Regain, à toutes celles qui ne sont pas là, mais nous travaillons toute l'année avec elles et nous pensons très fort à elles ce soir. Merci beaucoup, Madame Jourdan-Pfeiffer. On parle de l'étendue de ces violences, effectivement, donc violences verbales, violences physiques. Madame Collot, vous évoquiez aussi les violences sexuelles qui vous concernent au premier chef avec votre association, bien sûr. Bien sûr, puisque quand on parle de violence, il faut voir non seulement les violences intrafamiliales, mais les violences liées à la sexualité, à savoir la prostitution, le viol, l'inceste, l'excision, et d'autres violences qui sont moins visibles, telles que le harcèlement moral, harcèlement psychologique sur les lieux de travail ou ailleurs. Dont il est souvent question dans nos questions, effectivement. Madame Cohen, vous avez une pratique, effectivement, de toutes ces violences, puisque vous rencontrez toute forme de violence faite aux femmes. Vous nous avez parlé de lieux particuliers où on pouvait s'exprimer sur cette violence, où les femmes pouvaient venir vous voir. Alors, du coup, pour répondre à cette question, justement, donc, le conseil qu'on aurait tendance à donner à cette maman, c'est de garder le lien avec sa fille, hein, quoi qu'il arrive, en tout cas, garder le lien. Et si ces conseils ne sont pas suffisants, l'orienter sur des associations sur Haguenau. Alors il y a l'association, il y a le CIDF, Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui a son siège sur Strasbourg, mais Très qui bien.
fait des permanences sur Haguenau, où cette jeune femme pourrait déjà s'orienter pour avoir un entretien en toute confidentialité. Hein, c'est surtout ça, la confidentialité, avoir de l'information, qu'on puisse lui dire que ce qu'elle vit n'est pas normal, qu'il y a des solutions, qu'elle peut s'en sortir. C'est vrai que des fois, entre la mère et la fille, les relations mère-fille peuvent être des fois compliquées. C'est légitime que cette maman s'inquiète pour cette fille. Mais le centre d'information des droits des femmes est une solution. Les services sociaux de Haguenau, donc les unités territoriales d'action médico-sociaux, sont aussi des réponses possibles, surtout dans le rural. Ceux qui sont en proximité de Strasbourg ont plus de facilité à avoir des liens avec les associations, mais bon, Haguenau, voilà, elle peut trouver des réponses assez rapides. D'accord. Toutes ces adresses seront récapitulées ultérieurement en réponse par écrit à toutes vos questions. Donc vous trouverez toutes les ressources nécessaires sur le site du Conseil général dès ce soir et dans les jours qui viennent. Il y a une deuxième question donc, qui est tombée, une question de Annie avec un Y. Que peut-on faire face à un patron qui régulièrement fait des colères suite à des exemples, suite par exemple à des recommandés qu'il reçoit? Il hurle, tape sur la table de la personne en face de lui, jette les objets qui se trouvent à sa portée. Quel stress, point d'exclamation. Alors là, il s'agit d'une autre forme de violence, pareil. De quel type de violence peut-on parler ici? Madame Collot, peut-être vous avez... Je crois que là, on est dans la violence psychologique, le harcèlement moral sur le lieu de travail. C'est une forme qui existe, qui va grandissante, qu'on commence seulement à dénoncer, qui est difficile aussi à évaluer, mais je crois que déjà il faut réagir en tant que femme. Il y a des choses qu'on n'a pas acceptées, donc c'est déjà soi-même peut-être déjà avoir une première réaction, et si on se sent impuissante, se faire aider. Je crois que face aux violences, quelles qu'elles soient, il est important de ne pas rester isolé, de rencontrer d'autres, et là, eh bien, ça peut être le délégué du personnel, des représentants syndicaux, et à l'inspection du travail, là aussi il y a des inspecteurs de travail qui peuvent vous recevoir, vous conseiller. Et il y a une association aussi, la VIP, que vous pouvez contacter. Mais surtout, ne pas rester seul, aller vers d'autres et oser libérer une parole, dénoncer et stopper aussi. Dire non, stop, ça suffit. Stopper, c'est très important, j'imagine. Hein. Avez-vous des choses à rajouter sur cette intervention-là? Oui, moi je pense effectivement que pour emboîter le pas de ma voisine, ce qui est important effectivement, c'est de réagir. C'est-à-dire d'aller en parler avec divers interlocuteurs. Je pense que d'abord on peut en parler au sein d'ailleurs de sa propre famille, de ses propres connaissances, etc. Et puis ensuite, effectivement, on peut s'orienter vers des structures associatives pour avoir peut-être des conseils plus appropriés en termes de démarches également, s'il est nécessaire d'entamer des démarches, soit dans le domaine du contentieux ou des démarches sur un plan thérapeutique, par exemple, parce que souvent, ça délite fortement et considérablement la personnalité de ces personnes qui sont confrontées à ça, non pas une fois ou deux fois, mais de manière régulière. Et je pense qu'on finit parfois par se dévaloriser soi-même, par avoir un sentiment de dévalorisation, et donc il faut faire face à cela. Et donc là, je pense qu'il faut effectivement s'ouvrir et s'adresser à des interlocuteurs extérieurs. D'accord. Ça reviendra très souvent, cet aspect de ne pas rester isolé, oui, d'aller voir, de décider un beau jour, d'aller voir la bonne personne. Hein. Une troisième question qui nous vient de Caro 7562. Si délit dénoncé lors d'un dépôt de plainte tardif suite à menaces, harcèlement et concurrence déloyale ayant pour but de me briser définitivement. Parmi ces délits, violence conjugale avec ITT de 4 jours, détention illégale d'objets dangereux, fraude fiscale et fraude à l'URSSAF. J'imagine là qu'elle récapitule ce qui a été reproché à la personne, c'est-à-dire le compagnon ou qui l'a harcelé. Aucun délit vérifié, une plainte classée sans suite malgré un aveu du COUP, COUP. De qui la société se moque-t-elle? Il y a beaucoup de colère là dans ce message. Peut-être, Madame Bleutzer, pourriez-vous intervenir sur les règles juridiques, justement? Oui. Alors, je vais un petit peu élargir effectivement la question qui est posée, mais cette question reflète effectivement l'état d'esprit d'une personne qui a été confrontée à une situation manifestement extrêmement difficile au sein du couple avec un partenaire. Elle a manifestement essayé, mais on ne sait pas très bien comment, de s'adresser à un certain nombre d'instances. Elle parle de dépôt de plainte et elle n'a peut-être pas été tout à fait satisfaite
de l'issue, c'est ce que j'en comprends. Mais néanmoins, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me paraît fondamental lorsqu'on fait l'objet de violences, c'est-à-dire lorsqu'on est dans une situation vraiment très très critique. Les violences, ce sont des situations tout à fait inadmissibles. Ce sont des violences soit physiques, soit morales, on en a parlé tout à l'heure. Donc je crois qu'à un moment donné, au-delà de la discussion, il faut effectivement entamer des démarches, ne pas rester replié sur soi-même, et il faut peut-être à ce moment-là déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie selon l'endroit où l'on réside. Et donc je crois qu'à l'heure actuelle, on peut dire que par rapport à ce sujet, partout, que ce soit dans les services de police ou dans les services de gendarmerie, un très gros effort est fait pour que l'accueil soit le plus accueillant possible, le plus dédramatisant possible par rapport à cette situation de stress dans laquelle se trouvent les victimes. Je pense qu'il y a vraiment une sensibilité de la part des enquêteurs de police ou de gendarmerie sur cette question. Et donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut faire cette démarche de porter plainte. Et elle peut d'ailleurs se faire en totale discrétion dans un premier temps, parce que ça permet à ce moment-là d'être accueilli dans un service de police ou de gendarmerie et d'exposer ses difficultés. Mais cependant, la personne qui nous écrit signale qu'un dépôt de plainte tardif n'a pas permis la condamnation de la personne. Oui, alors convient-il de faire? Parce que plusieurs fois, ce dépôt de plainte non reçu nous revient sur le chat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Oui, alors parfois, la notion de dépôt de plainte tardif pour des violences, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que parfois les victimes viennent effectivement trop tardivement, dans le sens où elles ont subi des coups. Donc, dans un premier temps, elles ont été agressées. Il y avait des traces de ces violences-là. Et parfois, pour plein de raisons personnelles, elles ne font pas tout de suite cette démarche de venir porter plainte. Et si on tarde trop, on ne peut plus constater qu'effectivement, elles ont subi des traumatismes. Parce que la première démarche de ces enquêteurs, ça va être de vérifier quels sont les éléments de preuve pour étayer le dossier pour le cas où l'agresseur ne reconnaîtrait pas les faits qui lui sont éventuellement reprochés. Est-ce qu'il y a des témoins? Souvent, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des voisins qui ont vu ou entendu quelque chose? Souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? La preuve la plus évidente et la plus tangible, c'est quand même la production d'un certificat médical qui, lui, va attester de l'existence de bleus, de traces, de contusions, etc., etc. Et là, si on n'a pas d'autres éléments de preuve, là, c'est un élément extrêmement important et qui permettra de montrer que la femme a été violentée, effectivement. Alors, on a vu aussi que ce n'était pas évident, justement, d'aller porter plainte tout de suite. Et il y a des instances, comme le BAV, je crois, qui aident les victimes, justement, qui les accompagnent dans cette dépôt de plainte. Le bureau d'aide aux victimes, qui lui est basé à la police, peut permettre de rencontrer les personnes qui viennent en police pour déposer plainte. Elles peuvent être accompagnées dans la démarche, ou elles peuvent être accompagnées sur l'après. C'est-à-dire quelles sont les conséquences d'une plainte, quand il faut se porter partie civile, qu'est-ce qu'il faut, des informations sont données à cet endroit-là. Ça, c'est au niveau de la police. Quand les personnes ne sont pas encore mûres pour un dépôt de plainte, et qu'on a connaissance de faits relevant d'infractions pénales, ça, c'est tout le travail du Conseil général ou Absolument. Je crois qu'on va donner toutes ces adresses. Toutes ces adresses à la fin, d'accord. Donc on rappelle brièvement le 17 pour les cas d'urgence, la police. Le 119, vous disiez, Katia, pour les... 119, c'est le numéro dédié pour Allo Enfance Maltraitée. Donc c'est le numéro vers lequel on peut s'orienter quand on a une information à donner qui concerne des enfants qui seraient en danger ou en risque de danger. Ce qui est souvent le cas quand la mère est battue, souvent les enfants sont battus. Et il y a aussi ce que j'évoquais au départ dans mon introduction, le 3919, qui lui est le numéro des violences conjugales. Les UTAM, si on a 7, donc on ne peut pas donner toutes les coordonnées là. Tout à fait. Ce que je voudrais juste rajouter très rapidement par rapport à ce sujet, c'est qu'effectivement, on a surtout parlé des violences à l'égard des femmes au départ, mais qu'effectivement, là, on aborde aussi la thématique des enfants. Fatalement. Parce qu'il peut y avoir des violences à l'égard de ces enfants, mais même quand ils ne sont pas directement violentés, il est tout à fait certain que le fait simplement d'assister à des disputes au sein du couple, et surtout lorsque ça dégénère de manière violente et physique, c'est un choc que l'on n'imagine absolument pas que connaissent et que vivent ces enfants. C'est un vrai tsunami, je pense que le terme n'est pas trop fort. C'est quelque chose que l'on a un petit peu tendance à sous-estimer, parce que ce sont des victimes qui n'expriment pas ce traumatisme.
Au sein du parquet de notre TGI de Strasbourg, nous sommes 3 magistrats, donc membres du parquet, à nous occuper uniquement des questions liées à la famille et aux mineurs. Donc toutes les violences faites aux femmes de manière générale, toutes les violences faites à l'égard des enfants également, au sein de la famille préférentiellement, mais pas que, et tous les signalements, donc simplement des enfants qui semblent être en situation de danger. Et lorsqu'on a des signalements, recueils de renseignements qui nous laissent penser qu'un enfant est en situation de danger, l'intervention est immédiate, hein, c'est en urgence, on saisit les acteurs qu'il faut, que ce soit le juge des enfants, que ce soit les services de police ou de gendarmerie. On peut placer même des enfants, je dirais manu militari, pour les protéger quand il le faut, et on le fait. On ne le fait pas de gaieté de cœur, mais on le fait pour les protéger, le temps de faire le point sur la situation, mais pour être sûr qu'il ne leur arrive rien. Et donc ça se fait en urgence. Voilà. Ils arrivent dans nos foyers, oui. souvent, à toute heure du jour et de la nuit. Du Conseil général. Particulièrement au foyer départemental de l'enfance, voilà. qui se trouve dans le canton où je suis élue, au Neuhof. Et donc je suis la présidente, et là, les équipes les accueillent à n'importe quelle heure du jour. Voilà. Et cela arrive régulièrement, j'imagine? Ça arrive très souvent. Oui. Il n'y a jamais assez de place, c'est malheureusement très fréquent. D'accord. Alors, on va peut-être passer à une autre question, à moins que des personnes ici présentes veuillent rajouter quelque chose à ce sujet sur les enfants, qui est quand même un autre sujet malgré tout, même s'il est connexe. Hein. Il y a Jacqueline qui pose une question, Jacqueline 25, qui remet sur le chat la question du harcèlement au travail, hein, qui est aussi une forme de violence, comme on l'a dit au début. Comment y répondre, comment y mettre fin quand une hiérarchie campe sur ses positions et reste sourde? À vivre dans le quotidien, c'est très lourd. Et l'isolement total, là encore, c'est la question de l'isolement qui est évoquée. Hein. Je crois qu'on avait déjà répondu en début de chat, oui. avec les associations, l'inspection du travail, donc voilà, rompre le silence. Rompre le silence, les syndicats aussi peut-être. Les syndicats, le délégué du personnel. Parler, c'est le maître mot finalement. Parler, hein. Oser rompre le silence, parce qu'en fait la violence, elle s'inscrit dans tout ce monde du silence, où on opprime l'autre et on en fait son objet. Donc c'est vrai qu'il faut, pour retrouver sa liberté, déjà oser parler. Oui, prendre la parole, c'est le premier acte, hein, voilà. Visiblement. Amor nous envoie un message qui dit: bonjour, j'ai voulu porter plainte la semaine passée auprès de la gendarmerie pour la violence que je subis par rapport à mon ex-compagnon. Il est policier. La gendarmerie n'a pas pris ma plainte. Et pourtant, j'ai peur du père de mon fils, j'ai peur pour mes enfants, là ils reviennent, et pour moi-même. Je l'ai quitté au mi-décembre dernier, après avoir traversé des moments terribles et dramatiques aux côtés de mon ex-compagnon. Il a une forte addiction à l'alcool, mais surtout, il est manipulateur et m'a totalement anéanti psychologiquement. Donc là, il y a deux choses, c'est la gendarmerie qui n'a pas pris la plainte, et puis le fait que la personne, le harceleur, l'agresseur, soit policier, qui veut répondre à ça. Oui, alors là, oui, effectivement, je pense qu'il y a des réponses à apporter. Les directives, très clairement, qui sont données aux services de gendarmerie et de police, c'est de recueillir la plainte lorsqu'une personne se présente en disant « je suis victime de faits de violence ». Violence au sens large, le harcèlement, des appels téléphoniques malveillants, des violences physiques, etc. Ils sont tenus de prendre la plainte. Oui. Et je pense et j'espère vraiment que le moins possible, il existe effectivement sur le terrain des situations où une telle plainte dans un tel cas de figure ne serait pas prise. Alors si néanmoins ça devait être le cas, c'est-à-dire qu'on se présente pour porter plainte et que la plainte n'est pas enregistrée, eh bien il y a une réponse toute simple. C'est qu'il faut à ce moment-là faire un courrier très court, très bref, 3-4 lignes, avec ses propres coordonnées que l'on adresse à monsieur le procureur de la République, au tribunal de grande instance de Strasbourg, donc quai Finkmatt, 67 000 Strasbourg. Je pense que ce courrier va arriver sans difficulté, ou on le dépose même, on peut le déposer auprès d'un greffe, hein, en se déplaçant personnellement. Et lorsqu'on reçoit un tel courrier, systématiquement, nous demandons ensuite au service de police ou de gendarmerie concerné territorialement en fonction du domicile, hein, de l'adresse de la victime,
de recueillir la plainte. C'est-à-dire que si ça n'a pas été fait au début, ils vont être obligés de recueillir la plainte, d'enregistrer cette plainte et de procéder à une enquête. Et c'est seulement à l'issue de cette enquête qu'un magistrat du parquet, en fonction des éléments qu'il y aura dans le dossier, prendra une décision. Mais je dirais même, ce magistrat d'ailleurs n'attendra pas forcément la fin de l'enquête, parce qu'à un moment donné, les enquêteurs vont téléphoner à une permanence qui fonctionne de manière quotidienne au niveau du parquet pour rendre compte de l'état d'avancement de leur enquête. Et là, on pourra également leur donner de nouvelles directives en leur disant, voilà, il faut encore faire telle ou telle investigation de manière à étayer le dossier. Et en tout cas, le fait que l'auteur présumé, je ne sais pas à ce stade-là, que l'auteur présumé soit par exemple un policier ou une autre personne connue, un cadre, enfin que sais-je, ne change rien dans la démarche. On fera cette enquête comme on le ferait pour une autre personne. Oui, peut-être qu'on peut aussi conseiller à cette personne de se faire aider psychologiquement, parce que quand même elle parle de manipulation, et c'est vrai que dans la violence, on est souvent sous cette manipulation, cette emprise, et je crois qu'il y a aussi des associations d'aide aux victimes, où il y a des conseils juridiques, des conseils psychologiques, qui peuvent soutenir cette personne dans cette démarche, parce que c'est vrai que ce n'est pas rien. Là, il y a en plus toute la notion d'autorité, donc se faire aider, se faire épauler, préparer sa démarche, je crois que là, c'est important. Rencontrer des associations d'aide aux victimes, elles existent à Strasbourg et ailleurs, vous pourrez les trouver sur la liste. Oui. Je voulais rajouter qu'il y avait le centre d'information des droits des femmes et de la famille, que subventionne aussi le Conseil général, qui se trouve à Strasbourg. Et là c'est pareil, je n'ai pas le numéro de téléphone en tête, il va être mais qui aide les femmes dans ces questions, mais aussi dans les questions d'ordre juridique, d'ordre matériel, professionnel, chômage, etc., mais également pour ces problèmes. Oui. Je voudrais dire aussi que en tant qu'élue, je reçois aussi des femmes dans mes permanences. Je n'ai pas l'expertise de mes collègues, mais dire à toutes les femmes qui nous écoutent que, Katia y faisait un peu allusion tout à l'heure, que même si elles ne quittent pas celui qui les frappe, même si elles reviennent 7, 8 fois en moyenne, m'a-t-on dit, jusqu'à ce qu'elles se décident à partir, elles n'hésitent pas à venir nous parler, à venir vous parler, et qu'elles ne se disent jamais « mais on va me prendre pour une idiote, je me suis plainte de coups et je ne suis pas partie ». Je voudrais leur dire à toutes qu'elles peuvent venir et revenir et qu'elles arrêtent de se sentir coupables, de se sentir idiotes parce qu'elles ne partent pas. Nous sommes là, nous les écoutons, vous dans votre profession, moi parfois dans mes permanences d'élus. Ce qui est vraiment terrible chez toutes ces femmes, c'est qu'elles se sentent coupables alors que ce sont elles les victimes. Et je crois que nous, on a la chance ici, là, autour de cette table, même les femmes élues, même si elles ne sont pas assez nombreuses, de grandir ici dans des milieux avec des maris, des frères, des fils, des pères qui nous ont laissé aussi nous épanouir. Nous avons aussi des femmes avant nous qui ont forcé le chemin, qui ont forcé la route. Il n'y a pas très longtemps que les femmes ont le droit de vote en France, qui nous permettent d'être là ce soir à ce chat. Il y a quand même encore tout près d'ici, même dans notre pays, des femmes qui sont soumises aux crimes d'honneur ou aux barbaries d'honneur, qui sont voilées de la tête aux pieds. Et celles-là aussi, il faut qu'on les aide, qu'on les écoute et qu'on leur donne le courage de venir et de revenir autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce qu'elles arrivent à se tirer d'affaire. Oui. Et là, je crois qu'il faut peut-être aussi ajouter toutes les questions de prévention, d'éducation. Et là, ça s'adresse en ce jour de lutte pour les droits des femmes à toutes les femmes. On a toutes nos parts de responsabilité dans la façon de limiter les violences et de les éliminer. C'est aussi dans notre façon d'éduquer les hommes, nos petits garçons, nos petites filles, leur apprendre qu'ils sont égaux en dignité. Il n'y a pas une nature féminine qui serait inférieure à une nature masculine, mais hommes et femmes, on a la même dignité, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et je crois que dans l'éducation à l'égalité, on contribuera aussi à faire diminuer les violences. Et là aussi, eh bien, il y a sur le territoire du Bas-Rhin de nombreuses associations qui font des actions de prévention avec l'éducation nationale, avec des associations pour contribuer à cette égalité. Je crois qu'en cette journée du 8 mars, il faut aussi se le redire, le combat continue et ça passe par l'éducation, par des gestes au quotidien, des comportements qui veillent à cette égalité. Tout à fait. Il y a un homme qui est bien éduqué sur le chat, puisque d'abord c'est le seul à avoir mis quelque chose pour l'instant. Et puis le message s'adresse à Madame Cohen, il la félicite. Pas de question, mais l'expression de mon respect, voire de mon admiration en entendant ses interventions
et notamment celle de Madame Cohen. Vous voyez, vous êtes récompensée en direct. Et donc, par ricochet, le Conseil général, je crois, pour ce professionnalisme et cette rigueur, mais au service de l'humanisme et ce respect de la personne humaine telle qu'elle est et par ce qu'elle est. C'est très joli, hein. Merci, c'est un homme qui nous fait ce cadeau, on le remercie beaucoup, c'est très émouvant. Alors, on va passer à la question de Caro 75-62, qui nous répond, puisqu'on lui a répondu tout à l'heure. Hein. Je rappelle la question de Caro 75-62, si ma mémoire est bonne. C'était une question... Oui, elle avait signalé plusieurs délits, hein, Madame Plunter, vous avez répondu à ça. Elle avait signalé plusieurs délits, beaucoup de violences. Elle parlait du dépôt de plainte tardif. Dépôt de plainte tardif, oui, etc. Oui. Donc elle nous répond et elle nous dit « Merci pour vos réponses et pour votre concours à nous soutenir. Il ne reste qu'une évidence à vous soumettre. Nous sommes laminées quand le premier coup arrive, détruite, quelque chose en nous meurt. Peut-être Madame Cohen peut réagir là-dessus. Katia Cohen, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que les femmes n'ont plus du tout de ressources une fois qu'elles ont été frappées? Visiblement non, puisqu'elles arrivent. Non, moi j'y crois pas. Oui, moi je pense qu'il y a toujours la possibilité de rebondir. Mais non, c'est souvent un concours de circonstances. Les bonnes rencontres au bon moment, les bons professionnels. Enfin voilà, c'est pour ça que je travaille tous les jours, quoi. Je me dis toujours, si cette personne-là, je suis arrivée dans sa vie à ce moment-là, par une lettre, par un coup de fil, ça va peut-être permettre de se dire, bah, tiens, je ne suis pas seule, voilà, il y a des solutions. Non, c'est pas parce qu'on a été victime de violence que le truc il est fini, non, pas du tout, moi j'y crois pas. Qui veut réagir là-dessus aussi? C'est une vraie question. Hein. Il y a quand même des femmes, je le vois dans certaines procédures, après un dépôt de plainte, qui finalement portent plainte, et je pense que c'est une excellente chose, mais qui expliquent que finalement ça fait parfois des mois ou des années qu'elles ont subi des violences. Ça fait partie aussi des critères. On parlait tout à l'heure de la question de savoir comment on pouvait évaluer si un homme restait dangereux, etc. Et bien, quand on a un dépôt de plainte et qu'on voit une femme arriver et qu'on a des raisons de penser que vraiment elle a subi le calvaire parce que ça fait des mois ou des années quand même qu'il y a des violences et que là seulement elle porte plainte, ben là on peut penser effectivement que l'auteur est véritablement dangereux. Mais en même temps, ça montre effectivement que cette femme-là, à un moment donné, elle s'est quand même dit maintenant stop. J'ai subi un tas de choses pendant un certain temps, mais maintenant vraiment stop, je ne l'accepte plus, je porte plainte. Et ce que je voudrais dire aussi, on a parlé de la place des enfants face à ces contextes de violence. Moi je pense que notamment lorsqu'il y a justement des enfants, lorsque leurs mères sont victimes de faits de violence, je crois que le fait d'être maman, de savoir que les enfants assistent directement ou indirectement, hein, parce qu'ils devinent plein de choses, même s'ils ne l'ont pas vu, parce qu'ils entendent depuis leur chambre, etc., ce qui se passe très souvent. Et bien, lorsqu'on a ce genre de situation-là, je pense que là aussi, il faut prendre son courage à deux mains et se dire, je ne rends pas service à mon enfant, ma petite fille, mon garçon, de vivre dans cet environnement-là, et il ne pourra pas grandir de manière équilibrée et sereine. C'est tout à fait certain. Donc ça doit aussi être un élément qui doit pousser peut-être une telle femme à se dire un levier, je ne continue pas. C'est un levier, quoi, hein, quand elle hésite, en disant, voilà, il y a obligation aussi de protéger l'enfant dans sa construction, etc. Et c'est vrai que des fois, ça peut être ce petit levier qui manque pour les aider à bouger. Ouais, c'est tout à fait. C'est important. Ce que je dirais, effectivement, c'est que quelque chose en nous meurt, comme elle dit, mais tout n'est pas mort. Il y a toujours quelque chose qui peut renaître. Et c'est sûr que là, c'est peut-être un deuxième temps. Et c'est vrai que quand on est dans des situations de violence, il y a tout ce temps où on est un peu englué, on ne sait plus, on coule. Après, il y a les temps des démarches, de la plainte, où on est entendu. Et je crois que là, il ne faut pas s'arrêter. C'est peut-être des fois, c'est fatigant. C'est vrai qu'on peut être vidé. Mais peut-être aussi se donner le temps, et là je crois que vraiment quand on passe par la violence, il faut aussi encore se prendre un temps pour comprendre comment se fait-il qu'on ait été entraîné aussi dans ce cycle de violence, prendre du temps pour relire un peu tout ce qui nous a amené dans ce tournoiement de la vie. Et puis je crois que quand on a fait tout ce travail, alors ça peut se faire avec des aides psychologiques, avec des groupes, comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, eh bien, on a une chance, c'est que de nos fragilités, on peut donner beaucoup et on peut se solidifier. Et je crois que ça, c'est une grande chance quand nos sociétés, quand des associations peuvent accueillir des femmes qui ont fait tout ce chemin et qui sont assez solides pour, elles, repartir et agir avec d'autres.
Alors j'ai encore 2 questions, j'espère qu'on aura le temps de les traiter. Une question très simple de Pauline. Le sujet des violences faites aux femmes est-il encore un sujet tabou? Je pense que parfois oui. Déjà pour les victimes elles-mêmes, parce qu'elles ont encore cette crainte parfois d'aller en parler à quelqu'un, que ce soit auprès d'une structure associative ou auprès des services de police et de gendarmerie, parce qu'on peut se dire, mais est-ce qu'on va bien m'accueillir? Est-ce qu'on va me réconforter, me conforter aussi dans ma démarche ou pas? Je pense qu'il y a parfois aussi un tabou parce qu'on n'arrive pas forcément à en parler auprès de son propre entourage familial, de son réseau de connaissances. Et beaucoup de femmes portent en elles cette culpabilité qui n'est pas du tout adaptée, qu'elles n'ont pas du tout à supporter normalement, de se dire, mais puisque j'ai été frappée, etc., c'est que c'est de ma faute, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, pour X raisons, je suis victime de violence. Et beaucoup de femmes ont ce ressenti-là. Mais un ressenti qui n'est évidemment pas du tout adapté. Elles n'ont pas à avoir ce sentiment de culpabilité-là, mais la réalité montre que souvent, c'est ce qu'elles pensent. Alors qu'en réalité, évidemment, celui qui doit se sentir coupable, c'est quelqu'un d'autre. Et je crois que dans les violences sexuelles, comme son viol, inceste, le tabou est encore plus grand, le silence est plus grand. On sait que des personnes peuvent pendant 30 années se taire. Et un autre phénomène, il peut y avoir aussi la banalisation de la violence en matière de prostitution. Aujourd'hui, il y a au sein de nos sociétés toute une banalisation. Alors là, c'est l'effet inverse. On ne reconnaît pas toujours la prostitution comme une violence. Oui, tout à fait, qu'il y en ait une. J'ai une dernière question, enfin plus exactement une remarque d'une dame, Valérie, qui fait suite à ce qu'on vient de dire, qui dit qu'elle est une ex-femme battue, qu'elle a vécu 7 ans avec un monstre de 21 ans à 28 ans et qui n'en a parlé qu'à l'âge de 50 ans parce qu'elle allait se remarier et que son mari allait l'épouser. Hein, donc ça justifie totalement le fait qu'effectivement la violence est encore un tabou. Je voudrais donner le mot de la fin à Katia Cohen qui parlait beaucoup de l'isolement des femmes. Je crois que le maître mot aujourd'hui, c'est de sortir de l'isolement finalement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Sur le département du Bas-Rhin, il y a quand même maintenant un certain nombre d'associations, de contacts possibles, par téléphone, par écrit. Même en gendarmerie, il y a des accueils. Hein, les personnes, je les interroge toujours après, quand elles ont été vues par les gendarmes, comment ça s'est passé. Ils ont vraiment été dans un accueil pas vraiment exceptionnel. Ils ont pris des nouvelles, ils m'ont rappelé par la suite, etc. Le fait de les accompagner dans le dépôt de plainte, les aider à mûrir, enfin bon. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a des possibilités, en tout cas dans notre département, pour se faire aider quand on est victime, quand on est une femme victime de violence. Et qu'il faut simplement que chacune cherche près de chez elle, ou celle avec qui elle s'entendra le mieux, avec qui le contact se passera le mieux, la personne adéquate pour parler en toute confiance et confidentialité de ce qu'elle vit, et que les professionnels qui l'accueilleront chemineront et avanceront avec elle à son rythme. Pour moi, c'est ça. Et connaissant le maillage et les possibilités sur le département aujourd'hui, alors maintenant il faut que ça vienne d'elle, c'est sûr qu'il faut qu'elle fasse à un moment donné les premiers pas, mais les solutions existent. Les solutions et les ressources. Il y en a en tout cas. Alors nous nous excusons par avance auprès de toutes les personnes auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre en direct parce qu'il y a encore quelques questions qui sont tombées au fur et à mesure de ce chat, mais le temps nous est compté. Nous remercions tous les internautes d'avoir suivi ce chat en direct et bien sûr, nous vous convions à la lecture des réponses. Vous allez trouver absolument toutes les ressources par écrit, les numéros de téléphone, des associations et ils resteront là, je pense, tout un mois, donc, et même plus encore sur le site. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site du CG du Bas-Rhin régulièrement. Merci et bonsoir.